Cette émission est sponsorisée par Displate. Ce sont des posters en métal livrés sous 3 à 5 jours, avec des collections officielles telles que Star Wars, Retour vers le futur, Stranger Things ou encore Firefly. Si vous préférez des designs d'artistes autour de l'espace, la nature, les mangas ou le voyage, vous trouverez aussi votre bonheur. Impression de haute qualité à la demande et simple à accrocher via un système d'aimant à fixer au mur. Vous pouvez facilement les interchanger en fonction de vos envies. Pas de trous, pas de vis, rapidité, efficacité. Nous vous avons aussi préparé des visuels exclusifs Nexus 6, dont l'affiche de notre moyen métrage. Et à l'occasion des 10 ans de Displate, bénéficiez d'une réduction jusqu'à moins 42% en passant par le lien en description. Et maintenant, votre émission. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Des jeux vidéo de science-fiction, il y en a eu un paquet. Des shooters spatiaux, des jeux de plateforme, des RTS, des FPS, des puzzle games et des point and click. Notre genre préféré n'a pas été boudé par l'univers vidéoludique, loin de là. Des jeux souvent issus de licences à succès, Star Wars en tête, avec une production pléthorique, pour le meilleur et pour le pire. Mais il y a eu aussi l'apparition de grands noms de la SF purement en jeux vidéo. Fallout, Deus Ex, Halo, Metroid, Wing Commander, Half-Life, Bioshock. Ajoutez le nom de votre univers préféré en commentaire, c'est pour le référencement, toi-même tu sais. Et dans cette diversité, il faut distinguer à mon sens deux choses. Les jeux qui ont pour cadre un univers de science-fiction et ceux qui, en plus, traitent de sujets de science-fiction. Car oui, présenter un univers science-fictionnel ne veut pas forcément dire qu'il y aura un traitement des réflexions intellectuelles, morales, philosophiques ou autres, dont le genre se pose souvent comme un porte-étendard. Car même si toute œuvre, de par sa simple existence, le cadre dans lequel elle a été produite, par qui, etc., portera toujours un propos, même succinct, on ne peut nier que Doom, FPS énergique, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas aussi porté sur la réflexion sociétale qu'un jeu comme Detroit Become Human, qui explore l'éternelle question de ce qu'est être humain, les droits des robots, les grippins méritent aussi le respect, merde. Il y a des œuvres plus cérébrales que d'autres, et en science-fiction, c'est le cas dans tous les arts d'ailleurs. L'éternelle relation fond-forme. Et si à choisir je préfère le premier par rapport au deuxième, il est clair qu'avoir les deux, c'est bien mieux. Et s'il est bien une saga de SF en jeu vidéo qui, à mon sens, a réussi cette alliance, c'est Mass Effect. Le cycle de Mass Effect est composé de 4 jeux principaux. On va mettre de côté les conneries sorties sur smartphone, j'y ai pas joué et ça n'aidera pas le propos. La première trilogie, sobrement intitulée Mass Effect 1, 2 et 3, sortie de 2007 à 2012, tout d'abord sur Xbox 360 et PC, puis PlayStation 3, et enfin Mass Effect Andromeda en 2017 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Il s'agit de jeux de rôle d'action à la 3e personne, dans lesquels vous explorerez relativement librement la galaxie avec votre équipage et remplirez des missions qui feront avancer le récit global, mais aussi personnel des différents protagonistes. L'histoire se déroule au 22e siècle. Après avoir découvert sur Mars les ruines d'une civilisation galactique disparue, les Protéens, l'humanité connaît un bond technologique sans précédent qui lui permet d'explorer la galaxie au-delà du système solaire. Il ne faudra pas longtemps avant que le premier contact se fasse avec les Turiens. Bon, d'abord ils se sont foutus sur la gueule, mais c'était plus dû à un quiproquo, et ça a vite été réglé par le Conseil de la Citadelle. Une entité politique multiraciale qui s'assure de la stabilité de la galaxie, même si chaque espèce membre reste indépendante. Le Conseil existe depuis 2300 ans, date à laquelle les Asari et les Galariens l'ont fondé. Ces deux espèces forment un triumvirat avec les Turiens, faisant d'elles les 3 grandes puissances de la galaxie. L'Alliance interstellaire humaine se rend donc compte que non seulement elle n'est pas seule dans l'univers, mais qu'elle fait surtout partie des derniers de cordée et qu'il va falloir montrer qu'elle mérite sa place au sein de la communauté des espèces développées. C'est dans ce cadre que les 3 premiers jeux vous proposent d'incarner le commandant Shepard, officier en chef du vaisseau le Normandie. Il ou elle se verra proposer de devenir le premier spectre humain, une unité d'élite jouissant de pouvoirs étendus représentant le bras armé du Conseil. Un honneur, surtout pour une espèce aussi jeune que l'humanité. Mais évidemment, lors de votre toute première mission, tout va partir en couille. C'est jamais tranquille les premières journées de boulot dans cette galaxie. Tenez, quand j'ai eu le Nexus 6, il a fallu 3 jours à Zarbut pour qu'ils comprennent que j'étais le nouveau propriétaire et arrêtent d'essayer de me tuer à chaque fois que je passais une porte. Il me manque ce con. Vous vous rendez sur la planète Eden Prime, attaquée par les Geth, une espèce synthétique qui s'est retournée contre leur créateur, les Cariens. Les Geth semblent obéir à un spectre renégat, Saren, qui a des vues sur un artefact protéin nouvellement découvert. Mais en essayant de sauver une de vos coéquipières, vous entrerez en contact avec lui et aurez une vision sur une menace bien plus grande pour la galaxie, celle des moissonneurs. Une race d'anciennes machines qui, tous les 50 000 ans, et ce depuis des millions d'années, reviennent pour exterminer les espèces ayant atteint un haut niveau de développement. Pour quelle raison? Mystère. Mais l'invasion des Geth semble faire partie d'une stratégie plus globale de déstabilisation de l'espace concilien afin de préparer leur retour.
Commence alors votre mission pour sauver la galaxie. Oui, bon là comme ça sur le papier c'est pas très original, mais l'ambition de la trilogie est bien plus grande qu'on pourrait le supposer, juste avec cette formulation. Mass Effect Andromeda, quant à lui, est un spin-off qui se situe dans la galaxie d'Andromède. Vous ferez partie d'une mission de colonisation venue de la Voie lactée, partie 600 ans auparavant, plus ou moins lors des événements de Mass Effect 2. Vous incarnerez au choix Sarah ou Scott Ryder, des Pathfinders chargés de s'assurer de la viabilité des planètes choisies pour accueillir les arrivants de notre galaxie. Mais évidemment, le temps d'arriver, les choses auront bien changé, et tout le secteur Eleus, qui avait été choisi comme nouveau foyer, est sous la menace de l'Empire Kert. Une espèce fortement belliqueuse qui s'intéresse aux ruines et artefacts laissés par une ancienne civilisation disparue, les Reliquats. Vous devrez donc vous battre afin d'assurer la survie de vos congénères et faire d'Andromède un nouveau foyer pour les espèces lactéennes. La première trilogie de Mass Effect m'a profondément marqué. Et il se trouve que j'ai joué à ces jeux à une période de ma vie qui a été compliquée. En même temps, c'est normal, je vivais encore au XXIe siècle à l'époque. Et jouer aux aventures du commandant Shepard m'offrait une échappatoire bienvenue dans une réalité bien morne. Maintenant, j'ai vraiment un vaisseau spatial et je vis mes propres aventures. Croyez en vos rêves. Bon, même si le Nexus 6 a clairement pas la gueule du Normandie, hein. C'était quoi ? Mass Effect vous offrait la galaxie entière, de découvrir différentes planètes et cultures, un sentiment de liberté qui, bien que réduit par les limitations techniques de l'époque, était assez incroyable alors. Dans le premier, vous pouviez même explorer des planètes sauvages en véhicule, une partie du jeu que je qualifierais de pure space porn, et qui plaira à tous les astronautes en herbe. Bon, même si la maniabilité était pas folle, et que c'était assez rébarbatif, avec des paysages désertiques peu variés, et des bases qui se ressemblaient toutes. En plus, je suis du genre à tout explorer, chaque recoin de la map. Et même lorsque j'ai refait les jeux quelques années plus tard, et que je savais très bien qu'il n'y avait rien d'intéressant à certains endroits. Du temps que je ne récupérerai jamais. Mais en vrai, malgré ça, je kiffais. Le sentiment d'être un véritable explorateur de l'espace, d'être le premier à poser le pied à cet endroit. Repousser les frontières, ça n'est pas que découvrir des civilisations disparues ou chercher à communiquer avec des aliens. Des fois, et même souvent, c'est tout simplement voir un désert de roches glacées pour la première fois. Les deux jeux suivants abandonneront complètement ces phases de jeu, perdant un peu de sense of wonder, mais y gagnant nettement en termes de rythme et de narration. D'ailleurs, il a souvent été reproché à la série de perdre de son aspect RPG, au profit de l'action pure après le premier, avec une réduction de la customisation des armes et des armures, mais aussi de la personnalisation des classes des personnages, qui seront réduites, notamment dans le deuxième épisode. Mais perso, ça m'a pas dérangé. Déjà parce que je trouvais que ces aspects n'étaient pas particulièrement intéressants dans Mass Effect 1. Mais surtout, parce que l'un des aspects les plus intéressants, lui, a toujours été là. Les choix multiples que le scénario permettait, et les modifications de l'histoire qui en découlaient. La grande force de Mass Effect. Un de vos personnages mourrait dans le premier, et c'est tout un pan de l'histoire que vous n'aurez pas l'occasion de voir dans le troisième jeu, mais qui sera remplacé par un autre que vous n'auriez pas vu s'il avait survécu. Vous avez fait le choix d'épargner telle entité, ou d'avoir une romance avec telle ou telle personne? Pareil, des modifications minimes ou majeures apparaîtront ça et là tout au long de la trilogie. Cette adaptation du scénario vous paraîtra peut-être classique en 2023, mais à l'époque, c'était une petite révolution. Une caractéristique qui avait pour avantage d'augmenter fortement la rejouabilité, puisque vous pouviez explorer toutes les possibilités que l'histoire avait à offrir. Mais revenons-en à l'univers que je n'ai fait ici qu'effleurer. Vous l'aurez compris, Mass Effect nous propose une fresque de space opéra grandiose. Mais le bon space opéra, celui qui nous intéresse vraiment, celui qui nous fait réfléchir un petit peu. Originellement, c'était un genre plutôt tourné vers le divertissement pur. Apparu durant l'âge d'or de la SF, une période allant de 1920 à 1960, et fortement marquée par les magazines pulp, il nous offrait des récits d'aventure somme toute très classiques, à base de héros luttant contre des aliens belliqueux, sur des planètes mystérieuses, sans réelle volonté de porter un propos sur quoi que ce soit. La ferme. En grossissant le trait, c'était les mêmes histoires que dans la mythologie, sauf que c'était dans l'espace. Star Wars, produit phare du space opéra, ne fera pas exception puisque vous le savez, cette saga est grandement inspirée à la fois des mythes fondateurs, mais aussi des récits et des archétypes de la fantasy, eux-mêmes inspirés de tout ça. Mon ami Joseph Campbell, même si ça a été critiqué depuis, mon cul sur la commode, vous connaissez la chanson. Et s'il pouvait y avoir un aspect moral qui traînait par-ci par-là, souvent purement manichéen, avec la lutte du bien contre le mal, on n'y posait pas réellement une critique ou une analyse de la société. Mais avec l'arrivée de la nouvelle vague dans les années 60-70, la SF change, et de nombreux auteurs et autrices cherchent à aborder des thématiques plus dures. Cela aura pour effet de créer de nouveaux genres de la science-fiction, mais aussi de voir s'opérer la mutation du space opéra, qui lui aussi aspirera à explorer d'autres thématiques que l'unique appel à l'aventure. On pense évidemment à Star Trek, qui en est peut-être l'exemple le plus connu, mais aussi plus tard à The Expanse, ou en littérature, les livres de Dan Simmons, Hamilton, etc. Et Mass Effect s'inscrit parfaitement dans cette démarche réflexive du New Space Opera. De nombreuses questions habituellement propres à d'autres genres seront abordées. La place de la vie synthétique, avec les Geth, dont on découvrira que leur rébellion n'était peut-être pas complètement injuste.
Les génocides, avec les Krogan, des êtres puissants, extrêmement résistants et avec une forte natalité, mais aussi malheureusement une forte propension naturelle à se foutre sur la gueule, entre eux et sur celle des autres. En conséquence, le Conseil décida de développer le génophage, une arme biologique destinée à les stériliser en partie afin de limiter leur natalité et donc leur propagation. Les jeux traitent aussi du racisme d'une manière générale, car l'univers de Mass Effect est loin d'être une utopie. La coexistence entre toutes ces espèces se faisant avec son lot de préjugés et de griefs passés non résolus. Des sujets, la saga n'en manque pas. Mais ces thématiques ne vous seront pas uniquement proposées en toile de fond, vous laissant libre d'y réfléchir ou pas. Non, le jeu vous impose la réflexion et de la meilleure des manières, puisque vous devrez faire des choix concernant ceux-ci. Que cela soit dans des discussions triviales, où vous pourrez vous comporter comme un parfait connard, ou lors d'événements importants pour l'histoire et l'avenir de la galaxie, le jeu ne vous laissera pas être la Suisse. Il faudra faire un choix, avoir une opinion, et surtout, en assumer les conséquences. Le travail de Maelon pourrait vaincre le génophage. Ça aurait un impact sur les Krogan, sur la galaxie. Conserver les données, au cas où. Bonne remarque, Shepard. Vous serez donc impliqué sur deux plans, intellectuel et moral. Et même si les possibilités n'étaient pas infinies, les jeux vous proposaient tout de même de jouer selon votre propre style, avec un système de réponse positive ou négative. Mais qu'en est-il de l'aspect émotionnel que les jeux suscitent? Alors vous allez me dire qu'il est la résultante du fond et de la forme, et vous aurez raison, mais en termes d'analyse, impossible de ne pas l'extraire comme un sujet à part entière, presque indépendant tant il est prégnant dans Mass Effect. Si cette trilogie a eu autant de succès, c'est parce qu'elle réussit à créer un attachement extrêmement fort pour ses personnages. Tout au long des 3 jeux, vous allez en rencontrer pléthore. Mais les plus importants sont ceux qui feront partie de votre équipage. Certains passeront le temps d'un jeu, d'autres seront toujours là, d'autres mourront et d'autres survivront. Un vécu commun qui sera appuyé par la durée non négligeable de chacun des jeux, par les choix que vous aurez faits et qui vous impliqueront encore davantage émotionnellement. Mais aussi par le fait que, si vous avez pu faire les jeux lors de leur sortie respective, eh bien vous avez virtuellement vécu avec ces personnages pendant 5 ans de votre vie. Et c'est un aspect qui, je pense, a été déterminant dans le fort attachement que les fans du jeu ont ressenti à l'époque. Personnellement, j'ai pas eu cette chance. J'ai enchaîné les 3 sur un trimestre en 2013. Et c'est vrai que, par exemple pour les séries, j'ai toujours considéré qu'avec le binge-watching, on laissait moins de temps à une œuvre pour faire partie de nous. On réduisait la dévotion émotionnelle pour celle-ci et ses personnages. Mais ici, rien à faire. Ça a quand même marché sur moi. Tout simplement parce que, et ça rejoint ce que j'ai pu dire à la fin de l'épisode sur The Last of Us, eh bien j'ai vécu cette aventure avec mes camarades du Normandie. J'ai souffert et ri avec eux. En faisant preuve d'un minimum d'empathie et d'imagination, même en faisant les différents jeux à la suite, on parvient tout de même à sentir les années qui les ont séparés. Garrus, Liara et Vrex sont devenus de vrais amis. J'ai du respect pour le professionnalisme de Tali, de l'empathie pour l'histoire de Thane. Et malgré tous les red flags, je n'ai jamais pu m'empêcher de vivre une aventure amoureuse passionnée avec Jack. Le Normandie était devenu ma maison, et je souhaite à toute personne qui n'y a pas joué de ressentir ça un jour. D'ailleurs, c'est là où je trouve que Mass Effect Andromeda a complètement raté son coup. Le jeu à sa sortie a été très largement critiqué, et on peut le comprendre. Déjà, c'est vrai que le scénario peinait à trouver le même souffle épique que celui de la trilogie. Et c'est dommage parce que, bon, c'est pas sauver la galaxie cette fois, mais en explorer une nouvelle, après 600 ans de voyage sans espoir de retour, c'est quand même un postulat de départ assez cool. Niveau repoussage de frontières, on est pas mal. Mais son plus gros défaut, c'est qu'il ne parvient pas à nous passionner pour ses personnages. Trop lambda, moins marqué, ça manque un peu de vraie gueule, quoi. Et même si on aura ça et là quelques moments d'intimité et de camaraderie, rien n'aura la portée de ce qu'il y avait dans Mass Effect 1, 2 et 3. Que ça soit les discussions lunaires et moralement étranges avec Mordin, C'est dommage qu'il m'ait fallu le tuer. Ça aurait pu être un collègue productif. ou les moments de partage plus profonds avec Samara. Dans Andromeda, les personnages sont écrasés par l'histoire principale qui ne les laisse pas s'exprimer suffisamment. Une erreur de narration à mon sens, puisque c'est aussi la tendresse que nous aurions dû développer pour eux qui aurait donné plus de poids à notre mission principale, leur assurer un avenir meilleur. Pourtant, je ne fais pas partie de celles et ceux qui l'ont entièrement rejeté. Andromeda ne manque pas de qualité. Graphiquement déjà, c'était pas dégueu, mais aussi dans l'expérience globale en termes d'exploration, de combat. Il offre une aventure tout à fait plaisante. Et puis pour être tout à fait honnête, il a souffert d'un comparo un peu injuste avec les 3 premiers jeux. Car à sa sortie, la comparaison, on la faisait pas qu'avec le 1, le 2 ou le 3 individuellement. Non, on le faisait avec les trilogies entières. Et en termes de perception, ça change tout.
Sauf qu'elle a eu le temps de s'installer, d'évoluer aussi. Et tant mieux, parce que je peux vous assurer qu'il y a certains éléments de gameplay de Mass Effect 1 qui font mal au cul selon les standards de votre époque. Maniabilité, gestion de l'inventaire pour ne citer que. Si on devait juste le comparer à Andromeda sur ces points, ce serait vite réglé. Bref, les 3 premiers jeux ont eu le temps de construire avec nous tout ce bagage émotionnel dont on a parlé. Une occasion que n'aura pas eu Andromeda. Maintenant bon, je suis en train de le défendre un peu, mais il m'est tombé des mains, hein. Je l'ai jamais fini, ça veut quand même dire quelque chose. Mais n'oublions pas que Mass Effect avait été fortement critiqué pour sa fin à la sortie du 3. Chacune et chacun a son lot d'arguments à ce sujet. Mais personnellement, sans la haïr, je trouve qu'effectivement la conclusion de cette saga grandiose n'était pas à la hauteur de l'expérience émotionnelle qu'elle nous avait fournie. Car si au niveau de l'histoire globale, ça passe, c'est au niveau des personnages que la déception était présente. Après tant de temps passé avec eux, j'avais éprouvé une certaine frustration à ne pas pouvoir leur dire adieu correctement en tant que joueur. Je ne parle pas d'une éventuelle scène de dialogue entre Shepard et eux, je parle tout simplement de savoir ce qui leur est arrivé sur le long terme, après la fin de la saga. Une telle œuvre aurait mérité au moins une bonne heure de cinématique pour voir le destin de chacun de nos membres d'équipage survivants. En tout cas, autre chose que les quelques ajouts en images fixes faits à la va-vite dans l'Extended Cut. Mais que ce léger goût d'inachevé ne vous trompe pas. Mass Effect est un must qu'il faut absolument avoir fait dans sa vie. Avec un univers riche, cohérent et passionnant à découvrir, une histoire aux accents mythologiques qui ne pourra pas vous laisser indifférent. Foncez y jouer immédiatement, vous m'en direz des nouvelles. En plus, une version remasterisée de la trilogie est sortie en 2021 sur PC et toutes les consoles des 2 dernières générations, donc pas d'excuses. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir cet univers. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche. Et si vous souhaitez soutenir le Nexus 6, n'hésitez pas non plus à nous faire un don sur notre page Tipeee. Soleil sur vous et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao!